Jimmy Page, autrefois le cœur électrisant de Led Zeppelin, enchantait le public avec son jeu de guitare inégalé et ses performances légendaires. Mais derrière le rideau de la gloire et de la fortune, sa vie a été marquée par des peines de cœur et des tragédies qui devaient finalement conduire à la chute de l'une des plus grandes icônes du rock. Quelle a été la véritable raison du déclin de la carrière de Jimmy Page, de la dissolution choquante de Led Zeppelin à son mystérieux retrait des feux de la rampe? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les détails dévastateurs derrière la chute d'une légende du rock, Jimmy Page. Avant de nous plonger dans la tragédie, revenons à ses débuts et à ses moments de bonheur. La première vie de Jimmy Page. Page est né le 9 janvier 1944 dans la banlieue de Heston à l'ouest de Londres. Ses parents étaient James Patrick Page et Patricia Elizabeth Gaffigan. Son père travaillait comme directeur des ressources humaines dans une usine spécialisée dans les revêtements plastiques, tandis que sa mère, qui avait des ancêtres irlandais, travaillait comme secrétaire pour un médecin. En 1952, la famille Page a déménagé à Feltham, puis à Miles Road, à Epsom dans le Surrey. Dès l'âge de 8 ans, Page a fréquenté l'école primaire Epsom County Pound Lane. À 11 ans, il est passé à l'école secondaire du comté d'Ewell à West Ewell. Alors qu'ils habitaient à Miles Road, Page a rencontré pour la première fois une guitare espagnole. L'origine de la guitare était un mystère. On ne savait pas si elle avait été abandonnée par d'anciens occupants de la maison ou si elle appartenait à un ami de la famille. Malgré cette incertitude, la présence de la guitare a été déterminante. Page a commencé à en jouer à l'âge de 12 ans. Bien qu'il ait pris quelques cours dans la ville voisine de Kingston, il était surtout autodidacte et a appris à jouer seul en s'exerçant et en expérimentant. Rod Wyatt, un garçon un peu plus âgé, a été un personnage clé dans la carrière de guitariste précoce de Page. Avec un autre garçon du nom de Pete Calvert, ils s'entraînèrent souvent chez Page. Page consacrait beaucoup de temps à la pratique de la guitare, y passant jusqu'à 6 ou 7 heures par jour. Il emmenait même sa guitare à l'école secondaire, bien que les professeurs la confisquaient souvent et ne la rendaient qu'après la fin des cours. Parmi les premières influences de Page à la guitare, on trouve les légendes du rockabilly Scotty Moore et James Burton, connus pour leur travail avec Elvis Presley. Page a été particulièrement inspiré par la chanson Baby Let's Play House de Presley qui l'a motivé à commencer à jouer de la guitare. Plus tard, il a rendu hommage au style de Moore lors d'une représentation live de Whole Lotta Love sur The Song Remains the Same. La première guitare de Page était une Hofner President acoustique qu'il avait achetée avec l'argent qu'il avait gagné en livrant du lait pendant les vacances d'été. Comment Jimmy est-il devenu une star et quels détails bouleversants ont été révélés à son sujet? Continuez à regarder pour le découvrir. Quitter l'école pour la musique et la carrière. À l'âge de 15 ans, Page a décidé de quitter l'école secondaire de West Ewell pour se concentrer sur sa carrière musicale, bien qu'il ait été interviewé pour un poste d'assistant de laboratoire. Cette décision a été prise après un violent conflit avec la directrice adjointe de l'école, Miss Nicholson, qui était très critique envers ses ambitions musicales. À cette époque, 15 ans était l'âge le plus précoce pour quitter l'école et Page avait déjà atteint 4 niveaux de JCEO. Sa décision de quitter l'école a été motivée par son fort désir de se consacrer à la musique, malgré le manque de soutien de certains fonctionnaires de l'école. Pour Page, il était difficile de trouver des concerts réguliers et des membres de groupes fiables. Il se souvenait qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités, et il jouait donc souvent avec différents groupes et avec tous ceux qui pouvaient organiser un concert. Entre 1960 et 1961, il a accompagné le poète Beat Royston Ellis lors de récitals au Mermaid Theatre. Il a également rejoint le groupe accompagnant le chanteur Reddy Lewis. Lewis avait vu Page se produire avec les Paramount au Contemporary Club d'Epsom et l'avait recommandé à son manager Chris Tidmarsh. Page a pris la place du guitariste Bobby Oates dans le groupe, connu sous le nom de Redcaps. Le talent de Page a attiré l'attention du chanteur Neil Christian qui l'a invité à rejoindre son groupe, les Crusaders. Christian avait vu Page se produire dans une salle locale et avait été impressionné. Page a tourné avec Christian et les Crusaders pendant environ 2 ans et a participé à plusieurs de leurs enregistrements, dont le single The Road to Love de 1962. Pendant sa période avec Neil Christian, Page tomba gravement malade de la fièvre glandulaire, ce qui l'obligea à interrompre ses tournées. Pendant sa convalescence, il a fait une pause dans sa carrière musicale et s'est consacré à une autre passion, la peinture. Il s'inscrit au Sutton Art College dans le Surrey pour étudier l'art, ce qui montre son intérêt pour les activités créatives au-delà de la musique. Pendant ses études, Page s'est souvent produit au Marquis Club avec différents groupes, dont Cyril Davey's All Star et Alexis Corner's Blues Incorporated. Il a également joué avec d'autres guitaristes célèbres comme Jeff Beck et Eric Clapton. Un soir, il fut découvert par John Gibb de Brian Howard and the Silhouettes, qui l'invita à enregistrer quelques singles pour la Columbia Graphophone Company.
dont The Worrying Kind. Mais- La première grande percée de Page a eu lieu lorsque Mike Leander de Decca Records lui a proposé de travailler régulièrement en studio. Comment Jimmy est-il devenu un guitariste de session à plein temps? C'est ce que nous voulons découvrir. Transition vers le statut de guitariste de session à plein temps. Après de brefs engagements avec différents groupes, dont Carter Lewis and the Southerner, Mike Hurst and the Method et Mickey Finn and the Blue Men, Page a décidé de se consacrer entièrement au travail en studio. Pendant cette période, il utilisait le nom de Lil Jim P, pour éviter toute confusion avec un autre guitariste de session anglais connu, Big Jim Sullivan. Page était souvent utilisé comme guitariste de secours ou remplaçant lorsqu'on avait besoin de lui. Et il travaillait généralement avec un batteur. Il a remarqué qu'au début, il avait carte blanche pour les sessions, car il ne savait pas encore lire la musique à ce moment-là. Page devint un guitariste de session très apprécié du producteur Shel Talmy, ce qui l'amena à travailler sur des titres remarquables pour des groupes comme les Who et les Kinks. Il a joué de la guitare acoustique à 12 cordes sur 2 titres du premier album de The Kinks, I'm a Lover Not a Fighter et I've Been Driving on Bald Mountain, et a peut-être contribué à la phase B I Gotta Move. Pour les Who, il a joué de la guitare rythmique sur leur premier single I Can't Explain et de la guitare principale sur la phase B Bald Headed Woman, bien que Pete Townshend ait d'abord hésité à enregistrer la contribution de Page. En 1964 et 1965, Page a travaillé dans de nombreux studios. Il a joué sur As Tears Go By de Mary Ann Faithfull, Everyone's Gone to the Moon de Jonathan King, The Nashville Teens Tobacco Road, Heart of Stone et We're Wasting Time des Rolling Stones, ainsi que sur Them's Baby, Please Don't Go, Mystic Eyes et Here Comes the Night de Van Morrison. Il a également travaillé sur des titres pour Dave Barry, Brenda Lee, Goldfinger de Shirley Bassey et Downtown de Petula Clark. En 1964, Page contribuait à la musique des guitares pour l'accompagnement du film des Beatles, A Hard Day's Night. En 1965, Page a été engagé par les managers des Stones, Andrew Loog Oldham en tant que producteur maison et homme A&R pour le label Immediate Records nouvellement créé. Dans cette fonction, il a pu produire et jouer sur des titres de différents artistes, dont John Mayall, Nico, Chris Farlowe, Twice as Much et Clapton. Il a également produit l'un des premiers singles de Dana Gillespie, Thank You Boy. Pendant cette période, Page a brièvement collaboré avec Jackie DeShannon, qui était également sa petite amie à l'époque. Il a composé et enregistré des chansons pour l'album de John Williams, The Morini Wishful Album avec Big Jim Sullivan, et a travaillé comme musicien de studio sur Sunshine Superman de Donovan Leitch, Release Me d'Engelbert Humperdinck, les albums de Johnny Hallyday, June Home et Je suis Nadon Larue, Love Chronicles d'Al Stewart, et a joué de la guitare sur 5 titres du premier album de Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. De quel groupe Jimmy a-t-il fait partie en premier? Continuez à regarder pour le découvrir. Le temps de Jimmy chez les Yardbirds. Fin 1964, on a demandé à Jimmy Page s'il voulait remplacer Eric Clapton au sein des Yardbirds, un groupe qu'il admirait. Par loyauté envers Clapton, Page a cependant décliné l'offre. Lorsque Clapton quitta officiellement les Yardbirds en février 1965, Page se vit à nouveau proposer le poste. Malgré l'opportunité alléchante, Page hésitait à abandonner sa carrière lucrative de musicien de studio et s'inquiétait des conséquences sur sa santé que pourraient entraîner les tournées. Au lieu de cela, il a recommandé son ami Jeff Beck pour le poste. Le 16 mai 1966, Page enregistra son boléro dans les studios IBC de Londres avec le batteur Keith Moon, le bassiste John Paul Jones, le claviériste Nicky Hopkins et Jeff Beck. Cette session a donné à Page l'idée de créer un supergroupe. Le groupe prévu devait être composé de Beck, du bassiste des Who, John Entwistle et de Keith Moon à la batterie. Malheureusement, le projet a rencontré des difficultés, notamment l'absence d'un chanteur approprié et des problèmes contractuels qui l'ont empêché de se concrétiser. C'est à cette époque que Moon a proposé avec humour le nom de Led Zeppelin, inspiré par le commentaire d'Entwistle selon lequel le projet pourrait décoller comme un ballon de plomb. Peu après la session du boléro de Beck, Page assista à un concert des Yardbirds à Oxford. En coulisses, il a appris que Paul Samuel Smith allait quitter le groupe. Page s'est proposé pour remplacer Samuel Smith et le groupe a accepté l'offre. Au début, Page jouait de la basse électrique, mais il est ensuite passé à la guitare principale et a travaillé avec Jeff Beck. Chris Dreja est également passé de la guitare à la basse. Malgré ce casting prometteur, les Yardbirds ont dû faire face à des conflits internes en raison de tournées incessantes et d'un manque de succès commercial. Ils ne sortirent de qu'un seul single avec Page et Beck, Happenings 10 Years Time Ago. Bien que Page et Beck aient joué ensemble à cette époque, ils ne se sont jamais produits avec Eric Clapton dans la formation originale des Yardbirds. Les 3 guitaristes sont toutefois remontés sur scène ensemble en 1983 lors des concerts de charité d'Arms.
Après le départ de Beck, les Yardbirds continuèrent en tant que quatuor et enregistrèrent un album avec Page à la guitare principale, intitulé Little Games. Cet album reçut des critiques mitigées et ne fut pas un succès commercial, atteignant la 80e place du Billboard 200. Alors que le son studio des Yardbirds était plus commercial, leur performance live était de plus dure et plus expérimentale, avec des éléments que Page affina plus tard avec Led Zeppelin, comme la chanson Dazed and Confused. Lorsque Keith Relf et Jim McCarthy quittèrent les Yardbirds en 1968, Page dut honorer les dates de tournée restantes en Scandinavie. À cette fin, il reforma le groupe avec de nouveaux membres, le chanteur Robert Plant et le batteur John Bonham. John Paul Jones, une connaissance de longue date de Page, a également rejoint le groupe. Pendant la tournée scandinave, le groupe se produisit sous le nom de New Yardbirds. Page décida cependant d'adopter les anciens noms de plaisanterie proposés par Keith Moon et John Entwistle, Led Zeppelin. Le manager Peter Grant adapta le nom à Led Zeppelin afin d'éviter les mauvaises prononciations. Cette nouvelle formation est finalement devenue l'un des groupes de rock les plus connus de l'histoire. Alors, comment est-il arrivé à Led Zeppelin et comment s'est passé son temps là-bas? C'est ce que nous allons découvrir. Entré chez Led Zeppelin. Led Zeppelin est connu pour être l'un des groupes de musique les plus vendus de l'histoire, ce qui laisse supposer que les ventes de ses albums dans le monde ont dépassé les 200 à 300 millions d'exemplaires. Led Zeppelin est considéré comme le pionnier des genres heavy metal et hard rock. Leur son unique a été fortement influencé par le rôle de producteur et de musicien de Page. La musique du groupe s'est nourrie d'une multitude d'influences et a mélangé des éléments de blues, de rock et d'autres genres pour créer son style unique. Ils sont devenus célèbres pour leurs tournées de concerts records qui ont contribué à leur réputation d'excellence musicale et de succès. Malgré leur succès et leur reconnaissance continue, des défis personnels entre les membres du groupe ont commencé à affecter leurs performances et leur calendrier de tournée à la fin des années 1970. Dès le début, Jimmy Page avait une vision claire pour Led Zeppelin. Il était déterminé à faire du groupe une entité unique, avec un son et une identité propre et distincts. Le voyage du groupe a connu une fin tragique en 1980 lorsque le batteur John Bonham est décédé au domicile de Page. Cette perte affecta durement Page qui, dans un premier temps, ne put se résoudre à jouer de la guitare, endeuillé par la mort de son ami et collègue de groupe. Après la mort de Bonham, Led Zeppelin s'est dissous. Dans les années 1980, la carrière de Page a pris plusieurs tournants. Il s'est engagé dans une série de projets et de collaborations à court terme, notamment avec des groupes comme The Firm et The Honey Drippers. De temps à autre, il s'est également associé à d'anciens collègues de groupe et a travaillé en tant qu'artiste individuel, notamment sur des bandes sonores de films. Outre ses entreprises musicales, Page s'est également engagé dans des activités philanthropiques, en mettant l'accent sur les œuvres caritatives. Quelle a été sa carrière après Led Zeppelin? Continue à regarder pour en savoir plus. Carrière après Led Zeppelin et projets remarquables. En mars 1981, Jimmy Page est revenu sur le devant de la scène en se produisant lors d'un concert de Jeff Beck au Hammersmith Odeon à Londres. La même année, Page a également travaillé sur un nouveau projet musical avec le bassiste de Yes, Chris Squire, et le batteur Alan White. Ce supergroupe, appelé XYZ, abréviation de l'ancien Yes Zeppelin, avait pour objectif de réunir leurs talents en un ensemble unique. Malgré plusieurs répétitions, le projet a finalement été abandonné. Certains des morceaux créés lors de ces répétitions ont toutefois été intégrés plus tard dans d'autres projets, notamment Fortune Hunter de The Firm et Mind Drive et Can You Imagine de Yes. En 1984, Page s'est produit avec Yes sur la scène de la Westfalenhalle à Dortmund, où il a joué I'm Down. En 1982, Page a travaillé avec le réalisateur Michael Winner sur la bande originale du film Death Wish 2. Ce projet a marqué le début de son engagement dans la musique de film. Il a continué à enregistrer des bandes originales, notamment pour Death Wish 3, dans son propre studio d'enregistrement The Soul à Cookham qu'il avait acheté au producteur Gus Dudgeon. Parallèlement à sa carrière, Jimmy était également connu pour ses gestes philanthropiques. Restez avec nous pour en découvrir quelques-uns. Événements caritatifs et spectacles en direct. En 1983, Page a participé au concert de bienfaisance d'ARMS, Action Research for Multiple Sclerosis, dédié à Ronnie Lane, le bassiste des Small Faces, qui souffrait de la maladie. Lors des premiers spectacles, au Royal Albert Hall de Londres, Page a joué des morceaux de la bande originale de Death Wish 2 avec Steve Winwood au chant et une version instrumentale de Stairway to Heaven. S'en est suivi une tournée aux États-Unis, au cours de laquelle Paul Rogers de Bad Company a assuré le chant. Au cours de cette tournée, Page et Rogers ont joué Midnight Moonlight, qui est apparu plus tard sur le premier album du groupe.
La tournée a également donné lieu à une jam session mémorable de Layla avec les guitaristes Jeff Beck et Eric Clapton. Selon Hammer of the Gods, Page annonça à cette époque qu'il avait récemment gagné une bataille de 7 ans contre sa dépendance à la drogue. Le 13 décembre 1983, Page s'associe à nouveau à Robert Plant pour un rappel au Hammersmith Odeon. En 1984, Page a travaillé avec Roy Harper sur l'album Whatever Happened to Jugula et a joué des sets acoustiques lors de festivals folk avec différents groupes, dont les McGregor et lui-même. Cette année-là, il a également enregistré avec Plant sous le nom de The Honey Drippers, ce qui a donné lieu à l'album The Honey Drippers Vol of Gin. Page a également collaboré avec John Paul Jones sur la bande originale du film Scream for Help. La collaboration de Page avec Paul Rogers s'est poursuivie avec la création de The Firm, qui a sorti 2 albums, The Firm en 1985 et Mean Business en 1986. Le premier album contenait des titres populaires comme Radioactive et Satisfaction Guaranteed, a atteint la 17e place du classement des albums pop du Billboard et a obtenu le statut d'or aux États-Unis. Malgré ce succès, The Firm s'est dissous après les tournées de soutien à ses albums. Après The Firm, Page a participé à différents projets, notamment à des sessions de travail avec Graham Nash, Stephen Stills et les Rolling Stones, dont il a contribué au single One Hit to the Body en 1986. En 1986, Page s'est brièvement associé à ses anciens camarades de groupe des Yardbirds pour plusieurs morceaux de l'album Box of Frogs Strangeland. En 1988, il a sorti l'album Solo Outrider sur lequel on peut entendre des contributions de Robert Plant et du chanteur John Miles. Plant a également participé à l'album de Page. Page a rencontré ses collègues de Led Zeppelin à quelques occasions, notamment lors du concert Live Aid de 1985. Lors de ce concert, Phil Collins et Tony Thompson les ont remplacés en tant que batteurs. Le groupe a estimé que le concert ne correspondait pas à ses standards habituels, en partie à cause des problèmes de Page avec l'épaule mal accordée. Le 14 mai 1988, Page, Plant, Jones et le fils de John Bonham, Jason, se sont produits lors du 40e anniversaire d'Atlantic Records, un événement important de 12 heures qui a constitué un autre moment remarquable dans leur carrière après Zeppelin. En 1990, Jimmy Page s'est de nouveau associé à Robert Plant pour un concert organisé à Knebworth, en soutien au Northrop Robbins Music Therapy Center et à la British School for Performing Arts and Technology. Lors de cet événement, ils ont joué Misty Mountain Hop, Wearing and Tearing et Rock'n'Roll. La même année, Page s'est également produit avec Aerosmith au festival Monsters of Rock et a joué avec d'anciens membres de Led Zeppelin au mariage de Jason Bonham. En 1993, Page s'est associé à David Coverdale du groupe de rock Whitesnake. Cette collaboration a donné lieu à l'album Coverdale Page et à une courte tournée au Japon. Comment se sont ensuite déroulées les retrouvailles de Jimmy avec d'autres stars de Led Zeppelin? Continuez à regarder pour le découvrir. Page et Plant à nouveau réunis. En 1994, Page et Plant se sont à nouveau réunis, cette fois en tant que duo sous le nom de Page and Plant. Leur apparition dans la série Unplugged de MTV a été un grand succès et est devenue l'une des émissions spéciales les plus regardées de l'histoire de MTV. La performance, intitulée Unleaded, a ensuite été publiée en octobre 1994 sous la forme d'un album live intitulé No Quarter, Jimmy Page and Robert Plant Unleaded. Il a également été publié en DVD en 2004. Par la suite, Page et Plant ont effectué une tournée à succès avec No Quarter. Leur collaboration s'est poursuivie en 1998 avec l'album Walking into Clarksdale qui contenait les titres Most High et Please Read the Letter, récompensés par un Grammy. Page a consacré une grande partie de son temps au remixage du catalogue de Led Zeppelin. Il s'est également engagé activement dans des œuvres caritatives et a notamment soutenu l'Action for Brazil's Children Trust, ABC Trust, une organisation fondée en 1998 par sa femme Jimena Gomez Paracha. La même année, Page a travaillé avec le rappeur Puff Daddy sur la chanson Come With Me, qui contenait un sample éminent de Kashmir de Led Zeppelin. La chanson a figuré sur la bande originale de Godzilla et les deux ont joué ensemble dans l'émission Saturday Night Live. Après un concert de charité avec les Black Crowes en 1999, Page a collaboré avec eux pour une série de spectacles en octobre. Ils ont joué un mélange de classiques de Led Zeppelin et de standards de blues et de rock. Les 2 derniers concerts, qui se sont déroulés à Los Angeles, ont été enregistrés et publiés en 2000 sous la forme d'un double album live intitulé Live at the Greek. Page et les Black Crowes ont poursuivi leur collaboration en organisant une tournée à laquelle participaient également les Daou, Page ayant toutefois quitté la tournée avant la fin. Quelles sont les récompenses et les projets actuels de Jimmy Page? Continuez à regarder pour le découvrir. Réunification, récompenses et nouveaux projets. Le 10 décembre 2007,
Les membres survivants de Led Zeppelin, accompagnés du fils de John Bonham, Jason, ont donné un concert de bienfaisance très attendu à l'O2 Arena de Londres. Ce spectacle de réunion a suscité un énorme intérêt et a établi le record mondial Guinness de la plus grande demande de billets pour un concert de musique, avec 20 millions de demandes en ligne. En 2008, Page a fait plusieurs apparitions remarquées. Le 7 juin, il a rejoint les Foo Fighters au stade de Wembley, où ils ont joué Rock'n'Roll et Ramble On à la fin du concert du groupe. Plus tard, le 20 juin, l'université de Surrey lui a décerné un doctorat honorifique lors d'une cérémonie à la cathédrale de Guildford. En outre, Page, David Beckham et Leona Lewis ont représenté la Grande-Bretagne lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'été 2008, le 24 août. Beckham est entré dans le stade Dansenbus à Imperial tandis que Page et Lewis chantaient Wall Lotta Love. En 2018, Page a coproduit le documentaire It Might Get Loud, réalisé par David Guggenheim. Le film explore l'histoire de la guitare électrique et montre des performances de Page, The Edge et Jack White. La première a eu lieu le 5 septembre 2008 au Festival international du film de Toronto. Page est également apparu dans le documentaire en 3 parties de la BBC London Calling, qui portait sur la genèse de la cérémonie de remise des Jeux Olympiques et qui a été diffusé le 4 mars 2009. Le 4 avril 2009, Page a intronisé Jeff Beck au Rock'n'Roll Hall of Fame. En décembre 2009, lors d'un entretien avec Sky News, Page a y annoncé des plans pour une tournée en solo en 2010. En 2010, il a publié une autobiographie en édition limitée à 2150 exemplaires chez Genesis Publication. Page a également reçu un Global Peace Award de la United Nations Pathways to Peace Organization et a été confirmé comme tête d'affiche d'un concert pour la paix prévu à Pékin le 10 octobre 2010. Le 5 novembre, Page a également joué aux côtés de Roy Harper lors du concert du 70e anniversaire de ce dernier au Royal Festival Hall de Londres. En novembre 2011, la députée conservatrice britannique Louise Mensch s'est engagée à ce que Page soit anobli pour ses services rendus à la musique. En décembre suivant, Page a reçu, avec Robert Plant et John Paul Jones, le Kennedy Center Honors des mains du président Barack Obama lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. Cette distinction est le plus grand honneur américain pour les personnes qui ont influencé la culture américaine à travers les arts. En février 2013, Plant a laissé entendre la possibilité d'une reformation de Led Zeppelin en 2014, déclarant qu'il était ouvert à l'idée et que ce n'était pas la raison de l'inactivité du groupe. Page et Led Zeppelin ont reçu un Grammy Award du meilleur album rock en 2013 pour Celebration Day. En mai 2014, Jimmy Page a reçu un doctorat honorifique du Berklee College of Music de Boston en reconnaissance de ses importantes contributions à la musique. Dans une interview accordée à la BBC au printemps 2014, Page s'est montré confiant quant à l'enthousiasme des fans pour un éventuel spectacle de reformation de Led Zeppelin, notamment au vu de la réédition des 3 premiers albums du groupe. Robert Plant a cependant exclu cette possibilité par la suite, déclarant que les chances d'une reformation étaient nulles. Page a exprimé sa frustration face à la réticence de Plant à se reformer. Dans une interview accordée au New York Times, Page a exprimé son désespoir et a fait remarquer que le refus de Plant empêchait le groupe de donner plus de concerts. Il a mentionné son désir de continuer à se produire sur scène, soulignant qu'il était toujours passionné par la guitare et qu'il se préparait musicalement à d'éventuels futurs concerts. En décembre 2015, Page est apparu dans une émission de 2 heures de la BBC Radio 2 intitulée Johnny Walker Meets, dans laquelle il s'est longuement entretenu avec le DJ Johnny Walker. Cette émission a offert aux fans un aperçu plus approfondi des pensées et des expériences de Page. En octobre 2017, Page a parlé de sa vaste carrière musicale à l'Oxford Union. Cette apparition s'inscrivait dans le cadre de ses efforts continus pour transmettre son expérience et son influence aux nouvelles générations. Qu'en est-il de la vie privée de Jimmy et de ses aventures romantiques? Restez à l'écoute lorsque nous dévoilerons ces détails, la vie privée et les relations de Jimmy. Dans les années 1960, Jimmy Page était en relation avec la chanteuse américaine Jackie DeShannon. On pense que DeShannon a été une source d'inspiration pour la composition de Page, Tangerine, qui a ensuite été enregistrée par Led Zeppelin. De 1970 à 1982 ou 1983 environ, Page a eu une relation avec le mannequin français Charlotte Martin. Page l'appelait affectueusement « My Lady ». Ensemble, ils ont eu une fille, Scarlett Page, qui est née en 1971. Scarlett Page est entre-temps devenue photographe. Pendant sa tournée avec Led Zeppelin, l'attitude de Page envers les groupies était particulièrement controversée. Le manager de la tournée, Richard Cole, a décrit la préférence de Page pour le plus jeune, le mieux. Page avait une relation connue avec Laurie Maddox, également connue sous le nom de Laurie Maddox, qui n'avait que 14 ou 15 ans à l'époque alors que Page avait 28 ans.
Maddox a raconté sa première rencontre avec Page et l'a décrite comme ayant eu l'impression d'être enlevé après avoir été abordé par Peter Grant et emmené dans une pièce avec Page. La différence d'âge et la nature de leur relation ont été à nouveau examinées à la loupe dans le contexte du mouvement MeToo. Page a été marié de 1986 à 1995 à Patricia Ecker, un mannequin et une serveuse. Ils ont eu un fils, James Patrick Page, né en avril 1988. Après son mariage avec Ecker, Page a rencontré Ximena Gomes Paracha au Brésil pendant la tournée No Quarter. Ils se sont mariés et Page a adopté leur fille Gianna, née en 1994. Ensemble, ils ont eu 2 autres enfants, Zofia Jade, née en 1997, et Ashan Joson, née en 1999. Page et Gomes Paracha ont divorcé en 2008. Depuis août 2014, Page est en couple avec l'actrice et poétesse Scarlett Sabé, qui est nettement plus jeune que lui. Leur relation perdure encore aujourd'hui. Quels sont donc ces détails dévastateurs sur Jimmy Page qui ont été révélés? Restez avec nous pendant que nous révélons ces détails. Détails dévastateurs sur Jimmy Page, sa lutte contre la dépendance et ses effets sur Led Zeppelin. Dans les années 1970, Jimmy Page a ouvertement admis qu'il consommait régulièrement des drogues. Dans une interview accordée au magazine Guitar World en 2003, Page a réfléchi à la manière dont les drogues ont constitué une part importante de sa vie et de sa carrière au cours de cette décennie. Il a mentionné que les drogues avaient en fait partie intégrante de son expérience du début à la fin du succès de Led Zeppelin. Après la tournée nord-américaine du groupe en 1973, Page a admis à Nick Kent que sa consommation de drogue était excessive et qu'il ne se souvenait donc pas de grand-chose de cette période. En 1975, Page a commencé à prendre de l'héroïne. Selon Richard Cole, le manager de tournée du groupe, lui et Page ont tous deux pris de l'héroïne pendant les sessions d'enregistrement de l'album Présence. Page lui-même a admis plus tard être dépendant de cette substance. Sa consommation d'héroïne est devenue un problème important à cette époque. Lorsque Led Zeppelin a entamé sa tournée nord-américaine en 1977, l'addiction de Page a commencé à avoir des répercussions sur ses talents de guitariste. Il avait perdu beaucoup de poids et sa consommation de drogue l'avait conduit à s'isoler et à se replier sur lui-même. Ce changement de comportement a eu des répercussions sensibles sur sa relation avec Robert Plant et a modifié la dynamique au sein du groupe. Pendant l'enregistrement de l'album In Through the Outdoor en 1978, la toxicomanie de Page l'a conduit à être souvent absent du studio. Sa moindre influence sur l'album par rapport à d'autres membres comme le bassiste et claviériste John Paul Jones a été attribuée en partie à sa dépendance. Selon certains rapports, Page aurait réussi à se débarrasser de sa dépendance à la drogue au début des années 1980. Il a toutefois dû faire face à des problèmes juridiques liés à la consommation de drogue. En 1982, il a été arrêté pour possession de cocaïne, mais a obtenu une libération conditionnelle de 12 mois. Malgré une deuxième arrestation pour possession de cocaïne en 1984, il n'a reçu qu'une amende, ce qui lui a permis d'éviter la prison, ce qui était inhabituel pour un récidiviste. Lors d'une interview avec le Musician Magazine en 1988, Page s'est offusqué de ce que l'intervieweur mentionne son association avec l'héroïne. Il a fermement nié être dépendant de la drogue et a déclaré « Est-ce que j'ai l'air d'être dépendant de l'héroïne ? Eh bien, je ne le suis pas. Merci beaucoup ». Cette réaction souligne son désir de prendre ses distances par rapport à ses anciens problèmes de drogue et de se présenter différemment. Que pensez-vous de son addiction et de son apparition au sein de Led Zeppelin ? Faites-nous part de votre opinion dans la zone de commentaires ci-dessous. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a intéressé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la prochaine vidéo qui s'affichera sur votre écran pour vous tenir au courant de vos histoires de célébrités préférées. À bientôt.